ma motivation, c'est la même que vous tous et toutes. Moi, je passe ma vie à rencontrer des gens qui m'envient, qui n'ont qu'une idée, c'est d'aller là-bas, c'est-à-dire de voir l'objet finalement qu'ils soutiennent, de le voir en vrai, de participer. Et pourquoi c'est très égoïste? C'est parce que le retour qui en effet est évidemment à la hauteur de ce qu'on essaye de donner. Autrement dit, il y a beaucoup plus de gratification que de sentiment de danger à recevoir depuis Gaza. Le sentiment ne l'a pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'expriment là-bas et qui disent on sait qu'à tout moment, il y en a un qui a donné une expression, il a dit à tout moment, on sait que notre vie ne tient qu'à une balle ou à une bombe, à chaque seconde. Voilà. Donc, l'homme est ainsi fait que ça finit par ne plus devenir une obsession, c'est quelque chose qui est sur le côté. Et ce que disent les Palestiniens là-bas, et en particulier la dernière fois, au mois d'avril dernier, on est dans l'action. On n'a pas le temps de réfléchir, on est dans l'action. L'action, c'est faire le mieux possible, c'est faire trouver à boire, à manger, déménager, et on verra plus tard. Voilà. Donc c'est un peu le sentiment qu'on a là-bas. Il y a beaucoup d'inconscience. Il y a aussi le fait que quand tu dis avec beaucoup de gentillesse que je vais soigner, il y a 2000 médecins à Gaza, il y a 1000 chirurgiens. Moi, je n'ai fait que former quelques-uns à des techniques qu'ils ne connaissaient pas. Moi, quand j'étais jeune, on m'a formé à des techniques que je ne connaissais pas. C'est la réalité, c'est du compagnonnage. Et moi, ce que j'ai apporté là-bas, c'est la réparation des nerfs, certaines formations. Les nerfs, il y a beaucoup de nerfs coupés, les nerfs coupés par des balles, par tous les instruments que vous pouvez imaginer. Eh bien, quand on répare les nerfs, il y a des techniques assez simples qui sont transmissibles. Et aujourd'hui, parmi les 12 chirurgiens que j'ai diplômés de mes universités, parce que quand on est responsable d'un diplôme d'une université, vous le savez, on peut enseigner absolument n'importe où. Du moment que les gens sont inscrits à la fac, qui passent l'examen et qu'il y a un procès verbal, on vous fait confiance. C'est la responsabilité d'une direction d'enseignement. Donc j'ai 12 chirurgiens que j'ai diplômés en chirurgie des membres et en microchirurgie. J'en ai un qui est chef de service à Chifa et un autre qui est chef de service à l'hôpital européen de Ragnonis. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont maintenant et depuis des années des formateurs de la génération suivante. Donc quand j'y vais, ce n'est pas pour sauver le monde, c'est pour opérer, travailler, retrouver les copains et les copines. Ça les regonfle, moi aussi. Et puis le soir venu, c'est d'aller voir les uns et les autres pour essayer de réfléchir et témoigner au moins par écrit, puisque j'en ai cette possibilité. Voilà. Alors sinon, pour l'avenir, et malgré le drame absolu, moi je suis comme tous les Palestiniens de Gaza. Il y a eu 10% des Palestiniens qui ont été tués ou blessés. Moi j'ai 10% de mes amis, y compris des enfants, qui ont été tués ou blessés. Il n'empêche que ceux qui restent, et c'est acquis, et de ce point de vue, ils ont gagné pour l'instant cette bataille effroyable, eh bien c'est que l'immense majorité de ceux qui restent sur place, ils disent « nous resterons sur place ». Et il y a un film magnifique qui vient de sortir de mon ami Iyad El Astal, qui est un scénariste palestinien de 38 ans, francophone, d'ailleurs il a fait des études de cinéma en France, et il vient de sortir un film magnifique qui s'appelle « Pour l'honneur de Gaza ». Des réfugiés sous les tentes. Ce sont des portraits, une dizaine de portraits, et surtout d'enfants, de femmes, mais aussi d'hommes, enfin, qui sont des portraits positifs, qui vous montrent actuellement sous les tentes, sans la moindre image de violence, la moindre image dans les hôpitaux, pas d'enfants sous les décombres. Eh bien, il fait parler simplement des gens, et surtout des jeunes, qui s'expriment et qui vous sortent des choses qu'on n'a jamais entendu, et surtout dans un tel contexte, si vous voulez. C'est véritablement un film qu'on devrait rendre obligatoire en Israël. Chaque Israélien, vous savez, on lui mettrait des écarteurs pour l'empêcher de fermer les yeux. Il faudrait qu'il voie ce film et qu'il entende l'expression de ces gens. Et ces gens, on ne peut pas dire qu'ils sont prêts à mourir sur place. Ils disent, on peut mourir sur place, mais de toute façon, on va rester sur place, y compris des enfants. Et donc, ça, c'est la première des certitudes aujourd'hui, c'est que les Gazaouis ne seront pas dispersés dans le monde entier. Ils sont prêts à rester. Quand je dis les Gazaouis,
parce que je les connais un peu mieux, mais je pense qu'en Cisjordanie, les sentiments, les conditions sont différentes, mais les sentiments sont les mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui reste de la richesse de Gaza, c'est tout ce que les gens ont dans la tête. Et si on laisse entrer le matériel, si on laisse l'entrée l'aide, et on sait qu'aujourd'hui le monde entier est prêt à aider ces Gazaouis, eh bien on sera surpris par la vitesse de la reconstruction des bâtiments au moins. Les enseignements, ils ont déjà repris parce qu'avec l'inondation de cartes SIM électroniques, etc., il y a des jeunes qui suivent des cours, il y a des enseignants qui donnent des cours, et tout ça se passe pas sous des tentes en plastique qui bougent, mais ça existe, vous voyez. Donc je pense que la seule chose dont ont besoin les Palestiniens, c'est qu'on les laisse tranquilles. Ils sont parfaitement capables de se débrouiller. Ils ont montré ça sous siège. Il y a une solidarité internationale qu'ils ont fait exploser, qu'ils ont fait monter à un niveau énorme. Ils étaient face à la normalisation. Eh bien, la normalisation est un échec, ce n'est pas une situation normale, et le monde entier aujourd'hui est au courant, et les Palestiniens ont les capacités eh bien, de se redresser tout seuls, avec l'aide internationale, bien entendu, mais ils n'ont absolument pas besoin d'une aide politique, ils n'ont pas besoin qu'on dirige, ils n'ont pas besoin de sécurité, entre guillemets, de la sécurité au sol. Je me souviens une fois, mais je peux parler jusqu'à 3 heures du matin avec les anecdotes, j'avais vu un ministre, je ne sais plus lequel, qui me disait on a eu les émissaires européens qui sont passés nous voir tout à l'heure, et ils m'ont proposé de m'aider. Ils m'ont dit, si vous voulez, on peut vous fournir des gardes du corps. Mais personne n'a besoin d'un garde du corps à Gaza. Une femme seule peut se promener à 2 heures du matin dans la rue, il ne lui arrivera rien, vous voyez. Donc c'est une société dynamique qui garde toutes ses capacités, tout son dynamisme, et qui est capable de se reconstruire dans un temps qui nous surprendra. Dans l'histoire, il y a un élément que je raconte complètement dans le bouquin. C'est que, disons, le Hamas a fait très peu d'erreurs politiques. Il y a eu une erreur qui a été la charte de 1988. Cette charte a été confiée à un moment donné où le mouvement était complètement explosé, laminé, emprisonné, torturé. Et on n'a pas considéré à l'époque que c'était quelque chose de très important. C'était le début de l'intifada qui battait son plein. Et on a confié à quelqu'un la rédaction d'une charte, sans en mesurer le poids. Le problème, c'est que ce quelqu'un, j'ai mis beaucoup de temps à l'identifier d'ailleurs, parce qu'on ne le disait pas, et finalement j'ai même fini par le rencontrer, et même par l'enregistrer d'ailleurs. C'est Abdel Fattah Doukhan. Et Abdel Fattah Doukhan a écrit cette charte de 88 qui est une catastrophe, qui est remplie de poncifs antisémites, pas besoin d'insister, mais sans justifier, c'est une profonde erreur politique, mais il faut voir qui était Abdel Fattah Doukhan. C'était un peu le père spirituel du Cheikh Yassine. C'était un des plus anciens compagnons du prophète, entre guillemets, vous voyez. C'est quelqu'un qui a été parmi les 3 ou 4 fondateurs de l'islam politique en Palestine. C'est quelqu'un qui, quand le Cheikh Yassine était en prison, avait l'autorité sur le groupe. C'est quelqu'un qui a été le doyen des parlementaires élus en 2006, vous voyez, c'était le papa, on ne tue pas le papa, et j'ai recueilli des propos de la part de membres fondateurs, j'ai posé la question de manière candide, mais cette charte en 1988, vous l'avez lue, vous voyez, c'est l'avantage quand on est un étranger, c'est qu'on peut avoir un petit peu d'impertinence, c'est pas mal pris, et là, grand soupir, pardon, mais bien sûr qu'on l'a lu, mais on n'a rien pu faire changer. Vous voyez, il ne s'agissait pas au moment où le mouvement était très petit. Le mouvement, il a grandi à partir de 1992, à partir de l'épisode de Marjezour, où ils ont été expulsés au Liban. Avant, c'était un tout petit mouvement. On part toujours de zéro, vous voyez. Et en plus, c'était le papa, vous voyez. Donc, on n'allait pas se brouiller à l'intérieur de ce petit groupe qu'on avait réussi à constituer, vous voyez. Et finalement, cette charte, elle a fini par être révisée et complètement remplacée en 2017. Et dans 2017, la charte, vous avez un programme politique qui est complètement compréhensible par des étrangers. Vous avez l'article 15 et l'article 16, ou 16 et 17, qui dit exactement, qui retourne ces arguments et qui dit « Nous n'avons rien contre les Juifs, nous ne faisons aucune assimilation
entre les juifs et les sionistes, nous en avons contre les sionistes. Et ce sont nos ennemis qui assimilent l'antisémitisme au sionisme, et ce sont eux qui font cet amalgame, vous voyez. Donc c'est tout à fait clair. Donc de ce côté-là, il y a vraiment rien à dire. Sinon, en ce qui concerne l'avenir, bon, il est clair que les meurtres effroyables qui ont lieu en ce moment ne vont pas se régler par un traité de paix, réglé à l'étranger, par des puissances étrangères, à la place des Palestiniens. C'est complètement inenvisageable, complètement absurde. Tout ce qui va aller dans ce sens ne fera que prolonger l'effusion de sang. Mais ce qui s'est passé en ce moment, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas un épisode, c'est un basculement, c'est un véritable basculement. Aujourd'hui, si l'on regarde de manière, c'est peut-être choquant évidemment dans le contexte, mais si on regarde de manière objective, il y avait 3 objectifs à l'offensive palestinienne, la première d'initiative palestinienne depuis 1948, il faut le rappeler. Il y avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de lutter contre la normalisation, pas simplement les accords passés avec les pays arabes, mais simplement par le fait que le monde occidental considérait que la situation finalement actuelle était normale, c'est-à-dire que finalement il ne se passait plus rien. Il y a même des rapports au plus haut niveau aux États-Unis qui disaient qu'il ne se passe rien à Gaza dans les années qui viennent, tout est stoppé. Donc ils ont réussi. Personne ne peut dire que le monde entier n'est pas au courant que ce n'est pas normal. Et l'opinion mondiale est massivement réunie au Kamtchatka, au Japon, en Chine, n'importe où. Elle soutient massivement, et en particulier les jeunes, la population palestinienne. Ils sont au courant et ils soutiennent, vous voyez, l'immense majorité de la population de cette planète. Donc le premier objectif est atteint. Le deuxième objectif, c'était qu'on arrête de se moquer d'eux, qu'on les considère comme des va-nu-pieds, incapables d'une résistance armée autre qu'un coup de feu ou qu'une roquette tirée dans le ciel de 1948, vous voyez. Ils ont démontré qu'ils étaient capables d'avoir un service de renseignement, ils étaient capables d'avoir une stratégie militaire et ils étaient capables de tenir tête à la première puissance militaire mondiale, les États-Unis, pendant 18 mois. C'est une démonstration massive. On ne méprise plus les Palestiniens, on ne méprise plus leur capacité à se défendre et à défendre leur souhait de liberté. Le troisième épisode, pour 10 000 prisonniers palestiniens, pour un certain nombre d'entre eux, la seule issue de pouvoir sortir de prison, c'est un échange de prisonniers. Et chaque famille palestinienne, aujourd'hui, bien entendu, chaque famille connaît des morts, a eu des décès, a eu connaît des personnes qui ont été tuées, mais chaque famille a un prisonnier qui est en prison, beaucoup sans jugement, beaucoup pour un temps, en principe, définitif. Et donc, chaque famille porte ce couteau, cette plaie en permanence plantée. Et donc, un échange de prisonniers était le troisième objectif. Et ce troisième objectif, eh bien, on peut dire que pour un certain nombre, il a été atteint. Donc, ceux qui disent que cette offensive du 7 octobre était une folie, que ce n'était pas à l'avantage des Palestiniens, on démontre que c'est malheureusement à l'avantage des Palestiniens. Compte tenu de ce succès relatif, compte tenu du fait que les Palestiniens ne quitteront plus leur territoire, la balle maintenant, elle est dans l'autre camp, si j'ose dire, mais un autre camp dont on a tort de le considérer comme un partenaire de discussion. Vous voyez, lorsque la diplomatie française parle de l'immunité, assure l'immunité à un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale, la France se place en dehors du droit international. Le mot immunité n'existe nulle part dans le statut de Rome. Le seul mot qui existe, c'est dans certains cas de crimes de guerre, eh bien, les responsables pourront être exonérés de l'accusation de crime de guerre. On ne le mesure pas à la même aune, si vous voulez. Et il cite nommément dans les textes de la Cour pénale, lorsqu'une population est menacée dans son existence même, lorsqu'il y a une disparité des moyens militaires absolument énorme, eh bien si certains crimes de guerre sont commis par la partie qui est victime, eh bien dans certains cas, ils pourront être exonérés de l'accusation de crimes de guerre.
Et c'est exactement ce dont ont conscience les gens du Hamas, et depuis longtemps. Si vous regardez par exemple certaines interviews de Yahya Sinwar, par exemple, qui sont dans mon bouquin, ou des interviews plus récents des dirigeants actuels, ils sont parfaitement conscients que le jour où des crimes des audiences seront ouvertes, tous les crimes de guerre commis par toutes les parties seront étudiés, comme c'est la règle à la Cour pénale. Et Fatou Bensouda précise, partie israélienne, les groupes armés palestiniens, d'ailleurs elle ne dit pas le Hamas, c'est tous les groupes armés palestiniens, l'autorité palestinienne qui a aussi un certain nombre de crimes de guerre sur la conscience. Et donc le Hamas assume ce risque et dit nous sommes prêts à aller à la Cour pénale internationale, nous assumons, et depuis il y a une déclaration par exemple de 2014 de Sami Abou-Zouri, porte-parole, qui dit nous sommes parfaitement conscients que la Cour pénale internationale peut nous menacer aussi, mais nous considérons que nous avons des droits, et ce sont les droits universels de tous les mouvements de libération, d'avoir recours à la résistance armée, ce qui ne veut pas dire qu'en cas de crimes de guerre, ils ne sont pas soumis à une juridiction apte à juger ces crimes de guerre. La résistance armée n'est pas le droit de tuer. La résistance armée, les règles, les coutumes de la guerre, eh bien, elles englobent tous les actes de guerre. Et comme M. Macron essaye de nous le faire croire, ce n'est pas du tout l'humanitaire, ce n'est pas simplement permettre aux populations civiles de boire, de manger ou de se soigner. Le droit international humanitaire et le droit international, c'est la même chose. Le mot humanitaire est relativement secondaire, c'est-à-dire que le droit international, eh bien, ça régit les règles pour les civils, pour les militaires en activité ou blessés, les crimes de guerre, les armes de guerre utilisées, etc. Donc c'est beaucoup plus large. Et l'application du droit international, c'est pas simplement de permettre aux camions de l'ONU d'aller apporter de l'eau à Gaza. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, donc la partie israélienne n'est pas partie prenante dans cette discussion, puisqu'elle ne se comporte pas comme un État, puisqu'elle se comporte exclusivement comme un lobby. Et un lobby, il ment, il ne respecte pas les accords signés, etc., etc. Donc c'est une erreur historique, politiquement, de continuer à vouloir dialoguer avec quelqu'un qui ne joue pas dans la même catégorie. C'est ça le problème de notre diplomatie. Et je ne parle pas du listing terroriste pour lequel on pourrait parler longuement, qui est une véritable balle dans le pied que s'est tirée la diplomatie européenne en particulier. Comment ? Non, ma carrière, elle n'a pas pâti. Je suis le plus heureux du monde. J'ai été très, très choqué le jour où a été assassiné Abdelaziz Rantissi. Parce que mon plus grand ami, mon premier ami, j'en ai beaucoup, mais heureusement, c'est Mohamed Rantissi, le frère d'Abdelaziz. Et j'étais sur place, on était en train d'opérer quand son frère a été assassiné. Et ça, je dois dire que j'ai eu un moment de découragement pendant quelques heures en me disant mais qu'est-ce que je fais là ? Et voilà. Bon, mais c'est personnel. Et évidemment, tous les Palestiniens ont eu 1000 événements de ce genre. Et dans les témoins que j'ai entendus, il y en a qui expliquent, par exemple, il y a une journaliste qui est particulièrement émouvante. Elle dit, et là elle parle de l'épisode de l'offensive depuis le 7 octobre, quand j'ai appris que toute une famille dont je connaissais tout le monde, les enfants, mes enfants étaient amis, etc., toutes ces familles avaient disparu, j'ai eu un découragement total, une grande dépression, je suis resté chez moi, je ne pouvais plus aller travailler. Et puis très vite, elle disait, et mes amis journalistes m'ont dit, tu sais, si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué, une famille autour de toi, et que tu t'effondres, tu ne vas pas tenir le coup. Et depuis, elle tient le coup. Et elle explique d'une façon assez très touchante et sans doute explicable par les psychiatres, cette faculté de repartir. Vous savez, on tombe de cheval, on dit toujours qu'il faut se remettre en selle tout de suite. Vous voyez, c'est un peu ça l'image. Et elle dit, je n'ai pas le temps de faire le deuil de mes amis qui sont tués. Je n'ai pas le temps. Je n'ai même plus le temps de pleurer. Quand tout s'arrêtera, à ce moment-là, je ferai le bilan, si vous voulez. C'est un peu ça l'état d'esprit de là-bas. Sinon, pour donner une impression de l'ambiance et aussi de l'inconscience dans laquelle on est, vous voyez, lorsque j'étais au mois d'avril,
Le groupe avec lequel j'étais allé, on était alignés sur des petits matelas en mousse par terre dans une pièce. On était 6 à peu près alignés les uns les autres. Puis au début, je mettais mon réveil le matin pour aller me lever et puis aller au bloc. Et puis très vite, j'ai arrêté de mettre le réveil parce que de toute façon, les bombardements commençaient à peu près à cette heure-là. Il n'y avait pas besoin de mettre un réveil. Et un jour, j'ai compté simplement. J'étais dans mon lit. Je me dis, oh, je ne vais pas me lever tout de suite parce que bon, le malade ne va pas arriver tout de suite au bloc. Le temps que j'arrive, tout ça se met en route. Je peux rester un petit peu. Je vais compter jusqu'à 30. J'ai compté jusqu'à 30 bombardements. Et à 30 bombardements, je me suis levé. Et c'était 10 minutes après. C'est-à-dire que ce qui avait été choquant, c'est d'être dans un hôpital saturé de personnes, pas seulement de blessés, avec toutes les familles dans les couloirs, derrière des petits rideaux le soir, on faisait la cuisine, le matin, silence absolu, chacun respectait le sommeil des autres, vous voyez. Les escaliers, partout, les couloirs, les entrées, les sorties, les paliers, toutes les cours de l'hôpital remplies de réfugiés. Et donc une densité absolument ahurissante et des bombardements, et 30 bombes en 10 minutes, vous voyez. Donc ce qui choque, c'est pas tant les bombes, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir peur, mais ce qui choque, c'est que des personnages humains osent balancer des bombes dans des conditions pareilles, si vous voulez. C'est ça le choc absolument ahurissant, c'est où sommes-nous, dans quelle humanité sommes-nous, vous voyez. Et ça, pour reprendre un petit peu l'une des questions posées par notre collègue ici, il est clair que ce sont des choses qui sont ineffaçables. Même dans un siècle, on parlera encore de la culpabilité de ceux qui ont pratiqué ou permis de telles pratiques. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. La question de l'aide, la question difficile qui est posée souvent, c'est l'aide financière. L'aide financière, pour vous dire, moi, j'ai sûrement tort, mais en tout cas, je ne suis pas favorable à... Bien entendu, quand on connaît personnellement une famille, évidemment, on a envie, on souhaite et on fait tout ce qu'on peut pour essayer de transférer de l'argent dans des conditions difficiles, et il faut continuer à le faire, bien entendu. Quand il y a une famille qu'on parraine, par exemple, j'ai rencontré des familles qui étaient parrainées depuis très longtemps, le parrainage régulier, c'est ce qui a permis à l'enfant orphelin de devenir ingénieur en cybersécurité ou autre chose. Mais l'aide financière massive aujourd'hui, je crois que malheureusement, vous voyez par exemple pour aller à Gaza par l'Égypte, il y a ces 5 000 € par personne, c'est-à-dire que moi quand je vais opérer à Gaza, il y a les donateurs qui donnent à l'association qui me permet d'entrer, eh bien les donateurs payent 5 000 € uniquement pour que je puisse entrer. Et ça va dans le circuit de M. Sisi. Un camion d'aide humanitaire financé par l'UNRWA, par exemple, eh bien, il paye 12 000 € pour pouvoir entrer à Gaza. C'est des sommes absolument colossales. Donc moi, j'ai tendance à dire, développez tous les contacts que vous voulez, notamment les spécialistes comme vous êtes d'Internet, parce qu'il y a des tas de contacts utiles, des conseils, des collaborations qui peuvent commencer dès maintenant. Mais en tout cas, l'aide financière massive, il y en aura besoin le jour où ça sera ouvert. On ne peut pas tout faire. La première des choses à faire, c'est un cessez-le-feu de longue durée qui permettra d'avoir une certaine assurance que l'on peut recommencer à travailler sans se faire bombarder. Un cessez-le-feu qui devra être assuré par une puissance militaire. Et c'est triste à dire, mais la seule puissance militaire capable de le faire, c'est les États-Unis. Seuls les États-Unis peuvent peser militairement face à Israël. Et donc ça, c'est vrai que ça ne rend pas optimiste dans le court terme, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, tout ce que vous faites est largement visualisé par nos amis de Gaza qui voient tout ce que vous faites, tous les mouvements que vous faites, la moindre protestation, le moindre drapeau dans un stade ou ailleurs. Et puis, et là je parle en tant que Français, il y a un énorme poids à avoir vis-à-vis des gouvernements, de nos gouvernements. La semaine dernière encore, un jeune que je connaissais très bien, un type formidable qui parle 5 langues,
s'est retrouvé en garde à vue parce qu'il avait posté quelque part qu'il soutenait les Palestiniens dans leur résistance, y compris la résistance armée. Mais bon sang de bonsoir, c'est le droit, ça. Ben, vous voyez, rien que ça, quand on est avec des gouvernements voyous, comme c'est notre cas en France, eh bien, on a des voyous au ministère de la Justice, qui d'ailleurs auraient dû aller en prison s'ils n'avaient pas versé un gros paquet pour une affaire sensible. Eh bien, quand on est gouverné par des voyous, on est soumis à des traitements qui sont inacceptables, et c'est la résistance populaire qui va permettre de mettre ces voyous dehors. Et là, je parle pour la France, vous voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? La bataille se fait chez nous, vous voyez. Si on avait réussi à convertir notre gouvernement au droit international, eh bien, M. Netanyahou aurait été arrêté par des avions français quand il a survolé le vol qui l'emmenait à New York, par exemple. Vous voyez, on a des moyens à faire. Il y a des moyens juridiques aussi. Toutes les incitations au génocide qui fleurissent dans nos médias, eh bien, doivent faire l'objet de plaintes en droit, de plaintes en justice. Nos avocats sont submergés par la défense des jeunes en particulier qui se font attaquer pour un post sur Internet. Ils disent non, nous on ne voudrait pas être en défense, on voudrait être en attaque, c'est-à-dire attaquer tous ces racistes. La France est un pays où il y a une islamophobie d'État qui est véritablement prenante. La France n'est pas, je crois, un pays raciste, je le pense sincèrement. Je pense que la population française est une population très diversifiée qui est la garantie de l'antiracisme. Par contre, nous avons un gouvernement qui ne représente pas l'opinion et qui commet régulièrement des actes de type raciste, qui promulgue des lois de type raciste, qui promulgue des lois qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas légales au plan international. Par exemple, cette efflorescence de lois antiterroristes, par exemple, le mot terrorisme ne figure pas dans le vocabulaire. Dans le statut de Rome, on ne parle pas de terrorisme, on parle de crimes de guerre. Et là, c'est beaucoup plus clair, vous voyez. Donc la bataille de l'opinion, elle se passe aussi chez nous. Et vous, au Maroc, vous êtes très, très observés par nos amis gazaouis pour tout ce que vous faites d'utile pour les Palestiniens. Donc je pense que l'aide, c'est plus la bataille ici, et puis l'aide là-bas et l'aide financière, je pense que ça sera pour plus tard. Moi, j'ai un autre témoignage qui est plus léger, mais qui est aussi réel. Il y a eu une période assez courte, ça a duré 18 mois à peu près, où l'Égypte était ouverte, c'était entre Moubarak et Morsi, et donc on pouvait passer. Et ça a été l'occasion pour beaucoup de familles de Gaza de se réunir avec tous ceux qui étaient partis, qui étaient dispersés par le monde. Des gens, j'ai vu des familles où ils ne s'étaient pas vus depuis 30 ans, par exemple. Et j'ai été témoin d'une famille qui revenait des États-Unis, de garçons et filles de Gaza, et ils sont revenus avec 2 enfants qui n'avaient vécu qu'aux États-Unis. Et les enfants étaient émerveillés parce qu'ils disaient « Ici, c'est formidable ». On peut, à minuit, aller jouer dans le jardin avec nos petits amis en toute sécurité. C'est formidable, Gaza, formidable. Vous avez une chance formidable. Et puis, il y a aussi une autre chose. Je voudrais remercier, je fais pas mal de conférences depuis 25 ans, vous imaginez. Et il y en a une pour laquelle j'ai un souvenir particulier parce qu'elle avait été bien articulée. Ça ne veut pas dire que ça soit bien articulé aujourd'hui, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En ce sens que dans un premier temps, il y a un orateur français qui a fait un exposé très intéressant sur ce que dit le Coran des autres religions. Et moi, j'ai présenté après mon bouquin sur les chrétiens de Gaza. Et je dois dire que pour être un peu vulgaire, entre la théorie et la pratique, finalement, il n'y avait pas l'épaisseur d'un papier de cigarette. On a fait vraiment une conférence à 2 qui m'a énormément plu. Et ce conférencier français, il se cache, je ne le vois pas, mais je pense qu'il est dans la salle et on peut l'applaudir.
Oui, pour le recueil, oui, bien sûr, oui, oui. Les journées, on m'a demandé de décrire une journée tout à l'heure. Les journées sont assez longues parce que vis-à-vis des patients, je tiens à rester un soignant. C'est-à-dire que je fais des consultations, j'opère, je ne prends pas de photos autres que médicales. S'il y a des gens qui boitent ou qui ont des paralysies, je prends des courtes vidéos ciblées, mais je ne fais pas de photos d'ambiance, je n'ai aucune photo de témoignage entre guillemets. Je ne me fais jamais de selfie avec les patients parce que je veux qu'ils me considèrent comme un soignant, ce que je suis à ce moment-là. Et puis à la fin de la journée, quand la journée est terminée, à ce moment-là, mes amis connaissent mon goût pour aller, mon appétence pour aller rencontrer des personnes, des témoins, les interroger. Et c'est ça qui m'a permis d'entrer dans la société, de connaître des gens dans tous les groupes de la société ou presque. Et c'est par ça que j'ai écrit pendant une dizaine d'années des articles assez courts. Et puis au bout de 10 ans, à force de rencontrer des gens qui me racontaient des récits qui étaient constitutifs de l'histoire, en particulier du Hamas, eh bien, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire des livres avec à chaque fois un fil. Il y a par exemple un épisode qui est très très important, et je demande à la salle qui a entendu parler de l'épisode de Marj Zuhur. Marj Zuhur, levez la main. Ah, je vois quand même qu'il y en a une dizaine, vous voyez. Généralement, je vois une main ou zéro se lever, vous voyez. Donc, quand j'ai rencontré 1, 2, puis 10 personnes qui m'ont dit « moi je suis un ancien de Marj Zuhur », je me dis là il y a une information à donner. Et à ce moment-là, il y a un sujet, et j'ai rencontré toute une série de personnes, sauf que avec des journées de 10 ou 12 heures, c'était compliqué pour faire des entretiens longs d'1 heure, 1 heure et demie. Donc j'en ai fait quelques-uns en anglais. Et puis j'ai acheté une caméra. Et la fois où je suis revenu, j'ai donné au département de l'université une caméra et une liste de questions en arabe. Et ce sont les jeunes de l'université qui ont posé mes questions. Et puis j'avais pas de nouvelles, parce que le téléphone, ça marchait pas à l'époque. Je me disais, je sais pas si mon projet fonctionne, je n'étais pas très optimiste. Puis j'arrive, et ils me faisaient une blague. Ils m'ont posé sur la table un disque dur où j'avais tous mes interviews filmées d'1 heure, 1 heure et demie de toute une série de personnages. Et ces outils, je les ai utilisés pour un bouquin. J'ai fait les transcriptions, ça a été assez long. Et un beau jour, ça a duré 1 an à peu près. Pendant cette année, chacun des interviews, j'avais fait des captures d'écran, puis je les avais affichées au-dessus de mon bureau de façon à voir les personnes dont je racontais l'histoire à travers leurs témoignages. Et puis un beau jour, ils m'ont fait une belle surprise à Gaza. Ils ont collecté tous les anciens de Marj Zuhur qu'ils pouvaient trouver dans la bande de Gaza. Ils étaient une 60aine. Ils les ont mis dans un amphi comme ça. Et puis ils m'ont amené, ils avaient posé mon bouquin en arabe sur toutes les places avec une bouteille d'eau. Et on a pu discuter. Et ça a été un moment extraordinaire parce que je voyais dans la salle des gens qui souriaient et que je reconnaissais qui faisaient partie de mon panel. Donc j'avais vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Et... Oui, alors la question très brièvement du Conseil de sécurité. L'ONU, c'est formidable parce que ça représente 181 pays. Les 3/4 de ces pays, c'est des anciens colonisés, donc il en reste quelque chose, donc ils sont favorables aux Palestiniens, donc c'est très important. Dépendant de l'ONU, il y a des instances qui ont été créées après, en particulier la Cour pénale internationale. Elle a commencé à fonctionner en 2002, donc c'est très récent, vous voyez. Donc c'est des outils beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus intéressants, réformable, c'est-à-dire qu'on peut changer à la marge si on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Puis à l'opposé, il y a ce que vous avez dit, c'est le Conseil de sécurité, qui est une catastrophe parce qu'il a été créé avec un statut totalement verrouillé, puisque toute réforme du Conseil de sécurité nécessite l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et ça, c'est une vraie catastrophe, c'est un péché originel, c'est quelque chose qui peut aboutir à une véritable explosion de la loi internationale. La Société des Nations a disparu du fait de son statut, du fait de son incapacité à régler les problèmes du monde. Donc ça, c'est un énorme problème.
Et un jour, Kofi Annan a dit « La Cour pénale internationale n'aura toute sa légitimité que lorsque 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui n'en font pas partie décideront d'être État partie à la Cour pénale internationale. » Mais c'est exactement l'inverse en réalité. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité n'aura acquis sa complète légitimité que lorsque le droit de veto aura été supprimé et que tout le monde aura adhéré à la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale, c'est quelque chose de formidable en termes de statut. Après, il y a des critiques à porter. Je vous ai parlé, c'est pas anodin, uniquement de Fatou Bensouda, parce que c'est la seule qui a fait un travail de juriste dans la discrétion, dans la progression, et avec énormément de courage et des décisions, vous voyez. Le reste, c'est des questions de personnes. Mais le statut de la Cour pénale, il est formidable. Le statut de la Cour internationale de justice, c'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud, pays ami, et on comprend du fait de son histoire, eh bien, de saisir la Convention sur le génocide. Et ça, personne du côté israélien ne l'avait prévu. Et ça a été la première fois que les Israéliens se sont vus contraints d'envoyer des avocats, non pas simplement pour faire connaître la position israélienne, mais pour essayer de se défendre. Et ils sont vraiment dans la grande difficulté. Vous voyez ? Donc il y a différents organismes. L'UNICEF fait un travail formidable. L'Organisation mondiale de la santé fait un travail formidable. C'est grâce à elle qu'on a toutes ces statistiques, toutes ces informations, tous les mois sur l'état de santé, la morbidité infantile, tout ce que vous voulez. C'est grâce à l'OMS. Le secrétaire général fait son boulot. Mais ce Conseil de sécurité qui bloque toute sanction avec ce droit de veto, c'est véritablement la cause de la poursuite de la guerre. Alors, quand on dit, nous on soutient le Hamas, moi je soutiens ceux qui soutiennent le droit international. Vous voyez, vous pouvez vous en tirer avec cette question si on vous essaye de vous coincer dans un coin. Vous dites, moi je suis pour le droit international, je soutiens tous ceux qui demandent l'application du droit international. En ce qui concerne les factions, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais il est faux, il est totalement faux de dire que les Palestiniens sont divisés. C'est pas vrai du tout. Il y a eu des gouvernements d'union nationale par 2 fois qui se sont constitués. Et donc, il y avait des ministres de toutes les factions. Et à ce moment-là, il y a eu une offensive israélienne avec une guerre de haute intensité qui a été déclenchée. C'est mécanique. Regardez simplement la chronologie des faits. En ce qui concerne le Hamas, ce sont des valeurs. Ce sont les valeurs des frères musulmans. Voyez, oui, sachons et apprenons quand même, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est plutôt chez nous qu'il faut le faire. Quelles sont les valeurs des frères musulmans ? Les valeurs des frères musulmans, elles se résument en une citation de Hassan el-Banna qui dit « Si l'islam, ce n'est pas s'intéresser à la société, si l'islam, ce n'est pas s'intéresser à l'économie, si l'islam, ce n'est pas s'intéresser à la vie familiale, si l'islam, ce n'est pas s'intéresser, etc., 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 ce ne sont que des prosternations vides de sens. » C'est pas moi qui le dis, je ne me serais pas permis. Vous voyez, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est habité par des valeurs, évidemment qu'au moment où on va commettre un acte citoyen, mettre un bulletin dans l'urne, n'importe quoi, bien entendu, ce sont ces valeurs qui prééminent sur tous les programmes des partis. Et on a tous des valeurs, quelles qu'elles soient, vous voyez ? Autrement dit, cette vision de l'islam politique qui est devenu une injure dans les pays occidentaux, cet islamisme qui est devenu une injure, alors que c'est l'islam politique, c'est au contraire quelque chose de complètement banal et logique. Voyez, et c'est ça qu'on a du mal à faire passer. Moi, je passe très peu, mais sur des petites radios, on dit surtout, parlez pas des frères musulmans. Mais attendez, moi, je veux bien avoir un débat sur les frères musulmans avec quelqu'un qui connaîtrait, qui aurait eu une once de connaissance des textes, de l'idée. Et ce mouvement, d'ailleurs, c'est un mouvement anticolonialiste qui s'est déclenché en réaction à la colonisation anglaise, après qui s'est dressé à chaque fois qu'il y a eu une dictature en Égypte, les frères musulmans sont montés au créneau et se sont fait écrabouiller, véritablement, et quand il y a eu des élections, ils se sont présentés. Mais pas avec de grands succès électoraux, mais simplement avec un succès, je dirais, de valeur. C'est-à-dire que
avec cette répression, vous voyez, tout ça c'est bien classique, eh bien on n'ose plus se faire étiqueter frères musulmans, on n'ose plus se faire étiqueter ceci ou cela. Ça n'empêche que les électeurs ne sont pas des idiots, ils sont au courant, et on sait très bien pour qui on vote, vous voyez. Donc si demain il y a des élections libres à Gaza et que pour une raison X ou Y, eh bien on dit le Hamas n'a pas le droit de se présenter, il y a plein de gens qui se présenteront et on sait très bien quelles seront leurs valeurs et comment ils vont influer par leurs compétences et leurs convictions dans le travail de la société. Autrement dit, les Palestiniens sont très unifiés. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure de communiste pur et dur qui est devenu Hamas pur et dur, ce qui veut dire tout simplement qu'il n'a pas changé, mais simplement qu'il a pris les valeurs communes. Tant on regarde les valeurs de la gauche, valeurs sociales, la gratuité de l'éducation, vous en êtes le témoignage, la gratuité de la santé, et bien tout ça, ce sont des valeurs qui sont typiquement des valeurs islamistes, ça fait partie du socle. Et il ne faut pas évidemment les caricaturer en disant c'est en faisant des hôpitaux, des trucs et des machins qui récupèrent des électeurs, comme si finalement faire du social, eh bien c'était faire de la retape pour des élections. Mais c'est complètement infâme de dire ça. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de... Moi, je soutiens le mouvement qui demande l'application du droit international et qui ne s'est pas plié à des accords complètement inégaux qui ont abouti à la catastrophe actuelle. C'est tout. Il y a plein de Fatah. Moi, quand on m'amène voir un Fatah, on me dit c'est un goût de Fatah. Je sais très bien, le goût de Fatah, il va avec. Hein. L'ennemi, c'est l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, depuis le départ, est impliquée dans la collaboration au sens des collabos, vous voyez, de la répression. Elle fait le mauvais travail que ne veut pas faire Israël. Si jamais l'autorité palestinienne, et c'est pas nouveau, la première fois que je suis allé à Gaza en décembre 2001, j'ai eu une réunion avec 2 gens du FPLP, vous voyez, donc la gauche, eh bien ils ont dit, l'une des meilleures choses que pourrait faire l'autorité palestinienne, c'est de démissionner en bloc et d'obliger à ce moment-là Israël, puissance occupante de la Cisjordanie, par exemple, eh bien, à remplir toutes les obligations d'une puissance occupante en fonction du droit de la guerre, c'est-à-dire de s'occuper de l'administration, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, ce qu'Israël est incapable de faire économiquement. Et ça aurait été une décision politique puissante qui aurait évité 20 ans de catastrophe.